Ouais, allô? Le ciné? Ah non, non, t'inquiète, non, j'ai pas oublié, hein. Non, je suis à 2 stations, là. Et ouais, non, t'inquiète, 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 je suis bientôt là, là. Vous pouvez m'attendre, je serai là pour le film. Allez, à toutes. Merde. Ouais, avec ça, j'ai de quoi me payer un quart de popcorn. Tiens, d'ailleurs, c'est ouf à quel point les pièces, elles sont pas lisses quand on regarde sur le côté. Mais pourquoi vous avez cette tronche, vous? Waouh! Je sais pas vous, mais j'ai souvent tendance à remarquer certains détails qui me sautent aux yeux, alors que d'habitude, bah, ils étaient habituels et je faisais pas gaffe, quoi. Bon, j'avoue, ça arrive souvent quand on est dans un état un peu second, qu'il y a des choses qui nous font phaser. Par exemple, j'ai remarqué que la peinture d'un coin de ma salle de bain commençait à s'écailler un soir. Ou par exemple que les papiers peints un peu rétro de mon ascenseur, il y avait des espèces de motifs un peu new age, et qu'en clignant très fort des yeux, eh ben, j'arrivais à avoir des personnages dedans. Bref, je pense qu'on s'en fout pas mal de mes petites expériences perso. On est là pour parler de pièces. Et oui, on est là pour toi, ma jolie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la tranche d'une pièce, on a des espèces de creux et de dents, un peu comme si elle avait été striée. Ouais, allô? Ouais, non, mais laisse tomber le ciné. Je crois que je suis sur un truc un peu important là. Ouais, 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 non, c'est une urgence. Non, mais c'est bon, pas la peine de s'énerver comme ça là. C'est juste un ciné et puis on peut le repousser. Eh, c'est dingue quand même comment les gens ils peuvent ne pas être compréhensibles. Surtout quand on les appelle sans téléphone. Bah oui, à votre avis, je filme avec quoi là? Bref, revenons au plus important. Revenons à ces petites pièces et au stries qu'il y a dessus. Pour en connaître l'origine, il faut remonter dans le passé. Avant la monnaie qu'on connaît aujourd'hui, jusqu'au début du XXe siècle, quand on payait, c'était pas en bout de papier qui ne voulait rien dire. C'était en or, en argent et en cuivre. Des métaux sûrs dont on savait que personne ne viendrait contester la valeur. Sachez que du sesterce en argent qu'Obélix essayait d'avoir en vendant ses menhirs, jusqu'au Napoléon d'or du 19e siècle en passant par le très connu Louis d'or ou le liard en cuivre, eh bien, c'est pas grave que ce soit un roi, un empereur qui soit dessus. Ce qui compte, c'est que la pièce soit en métal précieux. La preuve, au XIVe siècle, un roi français, Jean de Lebon, est capturé par des Anglais à Poitiers, alors que son armée était plus nombreuse que celle des Anglais. Bon, ok, j'avoue, c'est un peu la honte. C'est la poisse, mais mon petit Jean, ça arrive même au meilleur. Une rançon colossale de 3 millions de pièces d'or est fixée. Et les Français vont créer une monnaie spéciale pour la payer, le franc à cheval. Tiens d'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote. C'est même là que le mot franc pour une monnaie est créé. En l'occurrence, pour ces pièces-là, c'était le mot franc, on va libérer le roi des francs qui était indiqué. Et c'était même le roi de France qui était indiqué sur les pièces, qui était en train de charger sur un cheval. La somme était tellement énorme qu'on les a jamais payés les mecs. Jean de Lebon, le roi de France, est quand même libéré au bout d'un moment, et un de ses fils est pris comme otage pour le remplacer dans la prison de Londres. Ce fils se débrouille mieux que son père, il arrive à s'évader quoi. Et quand Jean de Lebon l'apprend, eh bien il se livre lui-même, comme un jambon, à Londres, pour le remplacer. Mais au final, théoriquement, il n'y avait rien qui l'obligeait à se rendre aux Anglais. Il s'est vraiment rendu par honneur, le mec. Et il va mourir en captivité. Ouais, du coup, ça se termine pas non plus super bien pour lui, quoi. Donc oui, bon, nous les Français, on est certes incapables de payer une rançon pour libérer notre roi. Mais on a ce qui ne s'achète pas. On a de l'honneur. De l'honneur ou une certaine stupidité. Voire une stupidité certaine. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet là, vous trouvez pas? Bon ok, les mecs, on les a jamais payés. Mais est-ce que vous pensez que les Anglais, ils auraient craché sur l'or sous prétexte que les pièces indiquaient Vive la France? Bah non. Comme je le disais, c'est de l'or. Enfin bon, pas ça, mais bon, vous me comprenez quoi. Les francs à cheval de l'époque, c'était de l'or. Donc on s'en fichait complètement de ce qui était dessus. Hé, qu'importe le flacon tant qu'on a l'ivresse. Attendez, c'est pas ça en fait. Qu'importe la faction tant qu'on a la richesse. Ah, c'est classe quand même. Je devrais la noter celle-là. Les pièces en métaux rares, c'est sûr que ça inspire la confiance. Un paysan du 19e siècle qui retrouve dans un coffre
des francs à cheval, par exemple, du XIVe siècle, eh ben, il serait hyper content. Il aurait trouvé de l'or. Or qu'il pourrait revendre et qui est facilement frappable dans une nouvelle monnaie. Une monnaie qui traverse les âges. Ça laisse rêveur. À titre de comparaison, si vous ouvrez un tiroir chez mamie et que vous trouvez des milliers de francs en billets, eh ben, ils auront plus aucune utilité. Les trucs, à part d'être des pièces de collection, on peut plus les échanger en euros. Et n'empêche, vous réalisez, on est passé du franc à l'euro en 2000, et dès 2012, on ne pouvait plus changer les francs en euros. Vous avez jusqu'à vendredi 15h pour vous rendre à la Banque de France pour le dernier échange de l'histoire des francs. En 10 ans, une espèce n'a plus aucune valeur, contre des siècles pour les anciennes. Maintenant, je me demande pourquoi est-ce que les rois de France et les empereurs, ils mettaient en place des monnaies. C'est vrai, au final, c'est pas intuitif non plus. Ils pouvaient pas laisser faire le truc se faire tout seul, là? Pourquoi pas laisser le troc ou autre chose, je sais pas moi. C'est vrai ça, quelle drôle d'idée. Pourquoi pas laisser les gens eux-mêmes s'organiser avec des pépites d'or ou des bijoux de famille? C'est que les rois de l'époque, c'était peut-être des gens bons, des gens de le bon, mais ils étaient pas cons. Ils savaient qu'ils avaient intérêt à ce que les gens se reposent sur la monnaie pour faire des échanges. Déjà, parce que l'État payait en pièces de métal ses armées. Et que également, quand il y avait des travaux à faire, les travaux nationaux étaient contractualisés en pièces d'or et d'argent. Et puis, si les gens utilisaient la monnaie, ça fait plus d'échanges, plus de commerce, et donc plus de taxes. Pour que les gens acceptent cette monnaie, et du coup, la désirent, il fallait qu'ils lui fassent confiance. L'État a donc tout intérêt à engager sa réputation en normalisant les pièces d'or et d'argent. Va payer ton pain avec des cuillères en argent douteuses ou des pépites d'or microscopiques. T'imagines un peu le bordel? Ce serait tout de suite devenu hyper compliqué. Les mecs dans la rue, quand ils encaissent une somme en or, ils vont pas sortir les instruments de mesure pour peser et évaluer la qualité de l'or à chaque transaction. Il faudrait limite payer des mecs spécialisés dans la certification des transactions. On dirait du trading de crypto quoi. Et la blockchain, on sait que c'est le bordel. C'est ça qui explique que l'État normalise la monnaie, en apposant la tête d'un roi sur une pièce d'une certaine quantité d'or. En faisant de la sorte, le gouvernement s'engage à dire « Bon écoutez les gars, cette pièce, on certifie qu'elle a telle quantité d'or à l'intérieur. Et vous pouvez nous croire, on est l'État. Et notre roi, approuvé par Dieu, il vous dit qu'il n'y a pas d'embrouille. La preuve, c'est bien lui. Regardez, il y a sa tronche dessus. » Et c'est pour ça que quand t'étais faussaire au Moyen-Âge et que tu te faisais pincer, c'était quasiment à chaque fois la mort. Bah ouais, quand tu faisais une fausse pièce d'or avec la tête du roi dessus, c'était un peu comme si tu prenais l'identité du roi. Tu portais atteinte à sa crédibilité en mettant une pièce fausse en son nom sur le marché. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les sanctions pour les faussaires de monnaie, c'est comme le meurtre. C'est le max. 30 ans de zonzon. Quand tu vois qu'à côté, l'usurpation d'identité, c'est 1 an de prison grand maximum, tu la sens la différence de traitement en fonction de la personne que tu arnaques ou pas? Mais bon, un faussaire de monnaie, c'est pas facile à choper. Et c'est donc pour ça qu'il y avait quand même beaucoup de types qui étaient sur le coup à l'époque. Et c'est là-dessus qu'arrive Newton. Ouais, je vous vois venir. Vous vous dites que ça y est, le gars, il a perdu tout son bon sens. Il a complètement craqué. On a fait l'effort de l'écouter jusqu'ici, ça avait l'air de le rendre content son truc, mais là c'est quand même un peu gros pour passer. Mais attendez, oui, je vous parle de Newton, pas d'un cousin éloigné. Je vous parle du monsieur qui a théorisé la gravitation universelle, qui a établi les 3 lois fondamentales du mouvement. Le gars, il a fait des découvertes en optique en inventant au passage son propre télescope. Et en plus, on le sait un peu moins, mais il a passé la fin de sa vie à étudier également la théologie. D'ailleurs, quand je dis que c'était un monsieur, mais c'était plus que ça. En effet, en 1705, il a été anobli et est devenu Sir Newton. Chevaliérisation. Voilà, bon, on va pas en parler pendant des heures, mais c'est typiquement le gars qui a excellé tout ce qu'il a entrepris. En même temps, il a jamais eu de femme. Ok, je retire. Et en plus, il avait vraiment un caractère horrible à supporter à ce qui paraît. Son successeur à Cambridge a même dit « Ce fut l'être le plus épouvantable, le plus prudent, le plus suspicieux que j'ai jamais connu. » Bah, mon cochon, le pot de départ, il devait être joyeux. Bon, je dis qu'il a tout réussi, mais quand même pas. À la fin de sa vie, il investit dans une bulle spéculative toute sa fortune, et il perd tout. Il aurait d'ailleurs déclaré « Je sais prédire le mouvement des corps célestes, mais pas la folie des gens. Classe !»
Le gars, en plus, il avait du charisme. Bref. Et là, vous vous dites, d'où il nous parle d'un anglais mathématicien, physicien, philosophe, astronome, théologien, apprenti financier, dans une vidéo où on parle de monnaie. Eh bien, tenez-vous bien. Le gars, à un moment de sa vie, il s'est dit, bon les gars, ça y est, j'ai révolutionné plusieurs secteurs scientifiques. Il est temps que je grimpe un peu l'échelle sociale et que je me trouve un boulot pour que je gagne vraiment bien ma vie. Donc du coup, vous, je sais pas. Mais moi, quand je me dis ça, je vais bosser chez McDo. Mais lui, quand il se dit ça, il devient carrément directeur de la Maison de la Monnaie à Londres à la fin du XVIIe siècle. Bon, c'est sûr que c'est la classe, mais enfin, on n'est pas tous Newton, hein, qu'est-ce que tu veux. Et en plus, contrairement à ses prédécesseurs qui voyaient dans le poste un titre plutôt honorifique, un truc un peu renvoi d'ascenseur, bref, un emploi fictif, eh ben non. Le gars, il va commencer comme ce qu'il a fait tout le long de sa vie. Il va se mettre tout de suite dans son nouveau boulot. Bon, le gars, il a quand même inventé la gravité, hein. Comment est-ce que t'as pu croire qu'il allait prendre un sujet à la légère? C'était une vieille blague. De plus, en Angleterre, à ce moment-là, on est en pleine crise monétaire. Les guerres avec les Français ont bouffé tout l'or et l'argent avec des importations très importantes. Mais en même temps, ces cons de Français, c'est vraiment des grosses pinces, n'est-il pas? Même quand on capture leur roi, ils ne payent pas les rançons. Scandalous. Bref, c'est la merde en Angleterre. L'État a été obligé tous les siècles derniers de dévaluer ses pièces en mettant de moins en moins de métal précieux dedans. Et c'était tellement la dèche que l'État fournissait des titres qui seraient échangeables à terme contre de l'or. Et c'était tellement le bordel que ces titres-là sont dévalués jusqu'à 40%. C'est pour vous dire à quel point il n'y avait plus aucune confiance. Pour essayer de rassurer un peu ces pécores, parce que bon, c'est quand même le gouvernement anglais quoi, ils font une réforme monétaire. Des millions de nouvelles pièces sont frappées et émises sur le marché. D'un air de dire, eh ouais, vous voyez quand même qu'on a de l'or, hein. Et c'est dans ce contexte bordélique que Newton arrive en 1696 à la direction de la Maison de la Monnaie. Alors que le mec, il les connaît que dalle. C'est comme si on demandait à un comptable de faire des vidéos. Dans ce genre de cas, un mec normal comme vous et moi... Pardon, je m'emballe. Je voulais dire comme moi. Je ne voulais surtout pas présumer que vous étiez normaux. Méchant Dobby. Il va en général se contenter de ne pas faire de vagues, et faire de grands sourires, et éviter de laisser refroidir le café le matin, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous commencez à le connaître, Newton, il va faire autrement. Il fait lui-même un recensement de la monnaie qui circule dans les rues, et estime que 20% des nouvelles pièces de monnaie de la Réforme sont contrefaites. Alors que ces pièces de monnaie ont été émises il y a tout juste quelques années. Donc là, c'est un coup de tonnerre. Clairement, vous imaginez les réunions de ces équipes le vendredi soir? Oui, 20% des pièces sont fausses. Excellent boulot les gars. Ça voulait dire que t'étais londonien, quand on te payait, t'avais une chance sur 5 d'être payé avec des pièces en chocolat. Mais sinon tout va bien. Newton va alors laisser sortir son côté sombre. Parce que oui, quand il inventait la chatière, on aurait presque pu le trouver mignon. Parce que oui, c'est lui qui aurait inventé la chatière, hein. Il y a des rumeurs qui circulent et ce serait quand même lui. Car il va se mettre à traquer les faussaires comme un chien enragé. Au cours de son mandat, il va mener lui-même des centaines d'interrogatoires. Il n'avait pas le droit de recourir à la torture. Mais est-ce qu'il l'a fait? On n'en a aucune idée. On sait juste qu'il a fait détruire tous les rapports d'entretien. Donc ça devait pas être joli à entendre. On sait aussi que lorsqu'il a pris son poste, les arrestations de faussaires de monnaie ont explosé. Il va ainsi démasquer un certain William Challoner, un escroc qui sévissait de manière particulièrement astucieuse. Le gars, il a clairement voulu faire Casa de Papel 3 siècles plus tôt. Oh là là, j'ai chaud moi. Pour simplifier, le gars il disait qu'il avait une solution pour améliorer le processus de fabrication de la monnaie, pour éviter justement les faussaires, vous voyez? Le mec, il était quand même assez culotté. Il va donc demander d'accéder aux installations du gouvernement pour les analyser. Et il va profiter de cet accès pour justement faire de la fausse monnaie. Bon, ok, les mecs, c'était pas des lumières non plus. Mais bon, il s'attendait clairement pas à tomber sur notre Newton. Et il fera partie des dizaines de faussaires démasqués par Newton, à passer par la case pendaison et écartèlement. Et ouais, parce qu'il faut quand même se rappeler que la conséquence de tout ça, c'était la peine de mort. Et notre Newton, c'était pas un tendre. Regardez la tronche du blason qu'il a choisi quand il est devenu Sir Newton. Je sais pas, peut-être qu'il voulait devenir pirate. Mais au-delà de ces criminels,
Newton s'est heurté à un autre problème. Il s'agissait des petits malins qui s'amusaient à prendre des pièces neuves pour raboter et limer un peu de métal sur les bords. Et cela, c'était presque impossible de les choper. Le tout était de pas être trop gourmand pour pas que ça se voie tout de suite quand il remettait la pièce sur le marché. Newton a donc milité et fait en sorte que toutes les pièces frappées par l'Angleterre aient systématiquement ces petites rainures sur le côté. Un peu comme les témoins d'usure sur les pneus. Tout le monde pouvait vérifier si la tranche des pièces était lisse. Et si c'était le cas, ça voulait dire que la pièce avait été limée et qu'elle n'était plus valide. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Bah ouais, il n'y a plus d'or et d'argent dans les pièces quoi. En effet, maintenant les institutions ont suffisamment de crédibilité pour qu'on accepte des papiers colorés sans valeur intrinsèque en guise de monnaie. Un peu comme les bons points à l'école primaire. On peut se demander qui irait s'amuser à limer des euros aujourd'hui. Par contre, ils ont quand même gardé les stries sur les côtés. D'autant que, qu'on se le dise, elles ont encore une utilité aujourd'hui. C'est en partie grâce à elles que les malvoyants repèrent plus facilement la valeur des pièces qu'ils tiennent. Vous pouvez constater que les stries sur le côté des pièces ne sont pas les mêmes en fonction de la valeur de la pièce. Et donc, quand vous voyez cette petite pièce de 1 euro, avec sa tranche cannelée, striée, c'est un petit peu comme tenir Newton au creux de sa main. C'est émouvant, non? Non? Ok, non, carrément pas. Et voilà, c'était Boussole sous Polochon. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir cette histoire. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez une envie ou quoi que ce soit que j'aborde un sujet ou que vous avez des remarques sur la vidéo, surtout, n'hésitez pas à commenter.